Sur la table des négociations, Régis Renico, une première réaction après cette annonce du Premier ministre cet après-midi. Il faut déjà expliquer pourquoi il y a un 18 février. Il y a un 18 février avec les partenaires sociaux parce qu'il y a eu un 29 janvier. Et le 29 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Massivement, les Français sont descendus dans la rue. Il y a eu 2 millions de Français qui ont manifesté le 29 janvier. Et je crois que le principal message du 29 janvier, c'était un message sur le pouvoir d'achat et sur la relance de la consommation. Si on compare ça avec ce qui a été annoncé cet après-midi par le Premier ministre, ça n'en fait pas partie. Ça n'en fait pas partie pour le 18 février. Donc déjà, c'est un manque important. Et moi, je pense que la question du pouvoir d'achat, la question des salaires, l'augmentation du SMIC, la question de la baisse de la TVA, la question de l'aide immédiate aujourd'hui aux bénéficiaires des minima sociaux, c'est un sujet qu'il faut aborder. Par contre, il a abordé 2 autres sujets. Oui. Effectivement, la question d'une meilleure indemnisation pour le chômage partiel et technique. Moi, je suis élu d'un département, la Loire, qui est un département où il y a encore beaucoup d'emplois industriels, 30% d'emplois industriels. Et c'est vrai qu'en novembre, décembre, janvier, les entreprises ont eu recours massivement, notamment celles qui font la sous-traitance automobile, au dispositif de chômage partiel. Donc il faut aller plus loin que ce qui est proposé. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est un doublement du volume d'heures autorisé. Il y a 800 heures autorisées aujourd'hui. Il faut aller beaucoup plus loin et de le doubler. Et puis surtout une indemnisation qui soit au moins à hauteur de 80%. Et vous avez évoqué un autre point important. Oui, et puis c'était la deuxième annonce qu'il faisait tout à l'heure. Je ne sais plus sur quoi d'abord. Formation professionnelle. Oui, il y a ça. Puis et les CDI aussi. Les CDD. Alors CDD, là je suis très surpris parce qu'en fait aujourd'hui, pourquoi nous avons une baisse très importante de l'intérim et des CDD dans le pays? C'est parce qu'aujourd'hui, la loi TEPA sur les heures sup est en train de créer aujourd'hui cette sortie de dispositif. Et donc ce qu'il faut faire pour bien traiter aujourd'hui les intérimaires ou les fins de CDD, c'est d'abord de supprimer les heures sup de la loi TEPA. Bien, ben voilà. Claude Greff, oui, moi, vous avez envie de réagir, le Premier ministre là... Moi j'ai surtout envie de réagir par rapport à ce que dit mon collègue, député socialiste. Éclairci le contenu des négociations de mercredi prochain. Hein. Mais je crois qu'il faut quand même rappeler certaines choses. Il s'est souvenu de 2 dates, le 29 janvier et le 18 février. C'est important pour lui parce que ces 2 dates-là leur permettent enfin d'exister. Il a juste oublié que depuis 2007, le Parti socialiste a été totalement inexistant, que 2008 a été le moment triste pour tous d'une crise française mais mondiale, et que se rappeler bêtement du 29 janvier et du 18 février, c'est assez restrictif. Moi je crois qu'aujourd'hui il faut rappeler les choses essentielles, ce sont les dispositions qui ont été annoncées par le président de la République et expliquées aujourd'hui par le Premier ministre, qu'à situation exceptionnelle, donc qu'à crise en effet exceptionnel, il y a des mesures exceptionnelles. Alors la loi TEPA, le chômage, bien sûr que tout ça existe. Bref, tout ça c'est déjà en place, ça existe, ça a été d'ailleurs pour la plupart de ces mesures, ça a été voté dans cette assemblée par la majorité qui soutient le gouvernement. Du 29 janvier, du 18 février. Il y a 3 axes principaux qui vont faire partie de ces négociations. Ça vous paraît des bons axes, des axes pertinents? Bien évidemment que ce sont des bons axes. Mais parce qu'à situation exceptionnelle, il faut réagir de façon exceptionnelle. Faire en sorte que la taxe professionnelle soit aujourd'hui revue, c'est quelque chose que nous avons tous demandé et qui, dans cette situation aujourd'hui, nécessite d'être vraiment mise en application. Comme toutes les avancées qui ont été aujourd'hui proposées par le président de la République. Mais se baser sur le 29 janvier et le 18 février, c'est assez restrictif. Le pouvoir d'achat, il est en effet en difficulté, mais il est majeur aujourd'hui de faire et de réagir, et non pas de critiquer tout le temps. Il faut trouver des solutions à cette crise. Mais cette émission de jeudi dernier, avec le chef de l'État, a été provoquée par la manifestation du 29 janvier. Mais pas du tout, parce qu'il y avait une crise et que le président de la République... Non, attendez, il avait souhaité apporter une réponse. Il avait souhaité apporter une réponse, non? Il y a une manifestation le 29 janvier qui est une inquiétude, elle est générale et depuis déjà bien longtemps. Le 29 janvier était une expression de votre part, alors qu'elle aurait mieux fait d'être beaucoup plus importante dans les mois qui précèdent. Non, remettons les choses au clair. Le président de la République avait le souci d'expliquer les dispositions qu'il mettait en place à la population. Ça me paraissait légitime qu'un président de la République s'exprime Sa Majesté impériale décide. Mais c'est pas une question de majesté impériale. Mais bien sûr que si. C'est le moindre des respects vis-à-vis des citoyens qui vivent une situation de crise, qui se demandent pourquoi les décisions sont prises et comment elles peuvent leur correspondre. Ils sont descendus dans la rue pour dire on ne veut pas de cette politique. C'est complètement différent. Et le 29 janvier, des millions de Français dans l'action et le
président de la République avait dit que dorénavant, quand les Français font grève, on ne leur remarquait même pas. Parce que des ils ont mis un coup de pied aux fesses du président de la République pour le réveiller et le ramener sur le sol. Jean-Pierre Brard, pour vous ramener sur ce qui a été annoncé par le Premier ministre cet après-midi, le contenu de ces négociations. Il manque l'essentiel. C'est surtout pas la nuit du 4 août, ça ne leur touche pas aux privilèges, qui permettrait certainement de s'en sortir. Il manque l'essentiel, le pouvoir d'achat. Vous dites l'investissement. Mais de quoi ont besoin de nos patrons? Ce n'est pas d'aide, c'est de clients. Or, il n'y a pas de clients quand il n'y a pas de pouvoir d'achat. La pauvreté n'a jamais été aussi grande depuis 1958 dans notre pays. Générée par cette crise, monsieur Brard. Mais pas du tout, la crise. Qui est responsable? C'est vous. Mais non, c'est le monde, la crise est le mondial. Alors s'il vous plaît, chacun a le droit à la parole et c'est normal, c'est le principe. On va écouter Jean Poiriol. Je crois qu'il faut resituer l'ensemble sur le contenu des négociations de mercredi prochain. Il y a eu d'abord à l'automne un plan pour sauver le système bancaire français. C'était la première étape. Ensuite, il y a eu... Résultat, il y a peut-être une banque qui a failli souffrir, mais il n'y en a pas qui ont déposé leur bilan. À quoi ça sert? Oui, à quoi ça sert? À essayer de mettre dans la machine de l'intercrédit. Eh bien, justement, il faut peut-être y mettre des investissements. Deuxième étape, Monsieur Brard, ça a été effectivement maintenant de s'attaquer à un autre problème, c'est le plan de relance, les 26,5 milliards qui vont animer l'économie française. Et puis, le président de la République a bien noté qu'il y avait aussi des demandes sociales. Et il a fait cette proposition. Je crois que ça fait partie de la troisième étape. Il ne faut pas la voir dans un autre contexte. Le 25 janvier, il existait, il était annoncé. C'est pas lui. Ces mesures ne se sont pas préparées depuis le 29 janvier pour les annoncer le 2 février. Personne ne vous ferait croire ça. À personne en France. On vous en la prochaine manifestation. Non, c'est pas ça. Ils se sont réveillés le 25 janvier. Oui, ils ne sont pas rendus compte qu'il y avait une vraie problématique. Le problème, c'est qu'il fallait s'attaquer, premièrement, à une augmentation du chômage qui est plus forte qu'on ne pensait, même si elle est beaucoup moins forte que ce qu'elle est chez nos voisins. 45 000 emplois chômeurs supplémentaires par mois, c'est plus petit que ce qui se passe ailleurs. Peu importe. Il fallait des mesures sociales. Vous en avez cité, vous les avez rappelées. Il y a une meilleure indemnisation du chômage partiel. Voilà. Vous le proposiez, il l'a fait. On va de 50 à 60%. Aller de 50 pour parler comme mon voisin, M. Juenot, parce que moi aussi, je suis député d'une région industrielle qui est la Haute-Loire, qui touche la Loire. Forcément, il y a des osmoses et des circulations de personnes de part et d'autre. Donc il y a ça, le chômage partiel, il y a une meilleure sortie des CDD. Et ça, il fallait le faire. Personne n'en avait parlé. Et puis, il y a deux mesures dont personne ne parle, c'est que le RSA, le revenu de solidarité active, va être anticipé au 1er avril 200 euros, pour ceux... Oui, alors, en avril. Combien en avril. Mais alors vous que la crise est là depuis 6 mois. Et puis, combien vous donnez aux actionnaires, combien vous ne donnez pas aux salariés? Troisième mesure, M. Barr, ne parlez pas tout seul, vous aurez toujours raison. Il y a 100 000 emplois aidés supplémentaires, 100 000 emplois aidés supplémentaires qui nous seront bien utiles. Moi aussi, je reçois des chômeurs qui ne sont pas tous de la Loire. 2002. Oui, les emplois aidés, qui les a supprimés? Pas tous. Ah non. Les emplois jeunes, qui les a supprimés? On les a remplacés, mais c'est le passé, ça. Nous passons des mesures concrètes. C'est vous qui avez creusé la tombe dans laquelle nous cheminons. Vous êtes chacun exprimé sur ce sujet, mais comme on a assez peu de temps, il y a un autre sujet important, on l'a dit, et on a écouté le Premier ministre sur ce sujet, c'est la taxe professionnelle. Supprimée en partie en 2010. Si on en croit Bercy, ça sera seulement la part des équipements et des biens matériels qui sera supprimée. C'est tout de même 80% de cette taxe aujourd'hui. Une réaction sur ce qu'a dit le Premier ministre sur ce que va être la suppression de cette taxe professionnelle, ce que ça va engendrer pour les collectivités locales? Au moins 20 milliards, on ne sait pas trop. Le budget actuellement, c'est un peu moins. Oui, mais c'est pas vrai. Bercy confirme que ça sera 8 milliards. C'est pas vrai, comme d'habitude. Alors, le budget de l'État. Vous allez répondre. Le budget de l'État, c'est près de 300 milliards, un peu moins de 300 milliards d'euros. Nous avons un déficit prévu de l'ordre de 70 milliards. Nous allons vers les 100 milliards de déficit. Depuis 30 ans, nous avons. Attendez, non, cette année. C'est-à-dire que le déficit prévisible de l'État, c'est de l'ordre d'un tiers. Et de nouveau, on va faire des cadeaux sans savoir ce que ça va produire et avec quoi va-t-on payer. J'ai été maire pendant 24 ans de ma commune, 3000 entreprises,
Une taxe professionnelle très élevée pour financer la politique sociale. Jamais une entreprise n'a fermé ou quitté la ville à cause de la taxe professionnelle. Jamais. Donc c'est un nouveau cadeau gratuit, sans contrepartie, pour le pouvoir d'achat des salariés qui seul peut nous faire sortir de la crise. Et l'objectif affiché par le chef de l'État, c'est éviter avant tout les délocalisations. Aveuglement. Il me semble important. Le plombier du coin, il va délocaliser en Chine. Arrêtez de nous parler. Pas sérieux. Non, vous êtes en train de... Moi, je crois qu'aujourd'hui... Jean-Paul Auriol ensuite, bien sûr, Régis Juanico. On peut résumer ça en une phrase. La taxe professionnelle, malgré ce que vient de dire M. Brard, qui connaît les entreprises peut-être de sa commune, elle est insupportable pour les entreprises qui sont à l'export. Deuxièmement, elle est absolument incontournable pour les collectivités locales. Elle est incontournable. Ben, M. Brard, nous avons un point de convergence, c'est déjà pas mal. Insupportable pour les entreprises. Bien sûr que le plombier qui n'exporte pas n'est peut-être pas en concurrence avec le plombier polonais. Rappelez-vous le coup que vous nous avez fait pour les élections, qui n'existe pas. C'était un symbole que vous avez créé. Sans aller très loin, il est bien évident qu'une taxe professionnelle pour un plombier, mais même pour une entreprise ou une petite PME, c'est toujours très handicapant et donc répertorié. Quel rapport avec la délocalisation? S'il vous plaît, pardonnez-moi, je suis en train d'expliquer que justement celui qui est au bout de la chaîne, c'est-à-dire vous comme moi qui allons payer ces travaux auprès de cette entreprise, cette taxe professionnelle se fera évidemment ressentir. Quel pourcentage du chiffre d'affaires? Et lorsque je suis, moi, demandeur de travaux, eh bien, je n'ai pas envie de dépenser des sommes énormes, d'où l'intérêt de supprimer cette taxe professionnelle. Et elle ne sera pas pénalisante pour les collectivités locales et territoriales, puisque ça fait partie de notre Constitution. L'État se doit de compenser. Avec quel argent? Bon, enfin, écoutez, M. Brard, laissez. 100 milliards faites de déficit. confiance au Premier ministre qui a aujourd'hui la compétence de gérer le pays, ainsi que le Président de la République, qui, à mon avis, oui, mais ça, on le sait bien, encore vous êtes moins. contre tout. Prix, monsieur Brard. Ah oui, vraiment, moi je suis du côté des gens qui travaillent. Non, on ne vous entend pas. Vous finissez, Régis Juanico. Écoutez-vous, s'il vous plaît. De pouvoir donner satisfaction à celui qui a besoin de ces travaux. Déjà, ne serait-ce qu'en France. Et mon collègue a tout à fait raison. Moi, je reviens de l'Inde, où justement j'étais avec le ministre du Commerce extérieur qui me disait qu'on ne pouvait pas jouer dans la même cour puisque la pénalisation des entreprises françaises était majeure et qu'elles ne pouvaient pas exporter leurs travaux. Donc que ce soit en France ou à l'export, aujourd'hui cette taxe professionnelle est paralysante. Pas nous, c'est parce que vos choix sont mauvais. Vos choix bénéficient seulement aux actionnaires que vous ne voulez pas encadrer. Mais vous avez toujours le même langage. Alors qu'Angela Merkel, elle plafonne. Vous ne voulez pas toucher aux privilégiés de la fortune. Non, je n'ai pas envie d'être constructif pour remplir les portefeuilles de ceux qui sont déjà étoffés. Régis Juanico, et chacun écoute ce qu'il a à dire, s'il vous plaît. Et ensuite, on parle de la Guadeloupe, autre sujet important abordé cet après-midi dans l'hémicycle. Oui, encore une fois, la suppression de la taxe professionnelle qui a été tirée du chapeau de Nicolas Sarkozy jeudi dernier, mais de façon un peu improvisée, j'ai l'impression, et approximative. Je ne suis pas sûr que c'était la revendication première et centrale des Français qui sont descendus de la rue et qui, eux, souhaitaient des engagements concrets à effet immédiat sur leur pouvoir d'achat. Alors il y a une forte inquiétude quand même sur la question de la suppression de la taxe professionnelle des collectivités locales. C'est bien normal. Les régions, les départements, mais aussi les intercommunalités. Pour savoir si réellement, parce qu'on a des expériences quand même dans le passé qui sont douloureuses pour les collectivités locales, si vraiment il y aura une compensation de cette ressource fiscale. Et puis au-delà, simplement pour terminer, je dirais que on ne peut pas envisager comme ça la suppression de la taxe professionnelle indépendamment d'une réforme fiscale que nous appelons de nos voeux, mais une réforme fiscale juste, et notamment la réforme de la fiscalité locale. Alors là, ce que je constate quand même, c'est qu'on va supprimer effectivement un impôt qui frappait les entreprises, et que bon, on a dit un mot effectivement sur la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera exactement, mais enfin ça, on va quand même toucher à un des seuls impôts progressifs. Et par contre, le dispositif de compensation ou de remplacement, on ne le connaît pas, mais il va toucher précisément les ménages. Donc là, on a un transfert de fiscalité qui est très mauvais. Bon, allez, on en finit avec ce volet, on en ouvre un autre concernant la Guadeloupe. On attendait avec une certaine impatience l'intervention du secrétaire d'État en charge de l'Outre-mer cet après-midi à propos justement de la situation, notamment en Guadeloupe. Il y a aussi des manifestations en Martinique et en Guyane. Sur la Guadeloupe, un point de la situation. Yves Gégaud, c'était cet après-midi dans l'hémicycle, on l'écoute.
Nous avons, grâce à l'intervention du Premier ministre, obtenu une baisse des prix de l'essence. Nous avons obtenu un engagement de la distribution pour faire en sorte que les produits les plus couramment utilisés aient aussi une politique de baisse.